les intérêts du moi et ceux de l'amour peuvent se réclamer de motifs réels et actuels. Ainsi, dans ces deux cas, cet élément de haine trouve sa source dans des pulsions de conservation du moi. C'est à s'aimer soi-même qu'on se met à haïr les choses, quoi. Quand la relation d'amour à un objet déterminé est rompue, il n'est pas rare que de la haine la remplace. Nous avons alors l'impression de voir l'amour se transformer en haine, mais nous allons au-delà de cette description si nous concevons que dans ce cas, la haine motivée dans la réalité est renforcée par la régression de l'amour au stade préliminaire sadique, de sorte que la haine acquiert un caractère érotique et que la continuité d'une relation d'amour est garantie. Bon, ensuite, il parle de la transformation d'aimer en être aimé, correspond à l'action de la polarité, activité, passivité. Et je trouve qu'on est dans le schéma du plan projectif en surface de Boyle, là, lorsqu'il parle des motions pulsionnelles qui sont soumises à l'influence des trois grandes polarités qui dominent la vie psychique. Donc, sujet, objet, amour, haine et activité, passivité. De ces trois polarités, on pourrait caractériser celle de l'activité-passivité comme polarité biologique, celle du moi, monde extérieur, comme polarité réelle, et enfin celle du plaisir des plaisirs comme polarité économique. Donc on est dans, je dirais tout de suite là, un plan projectif. C'est là que je vais faire état de quelques problèmes. Et qu'il faudrait peut-être petit à petit entrer dans des choses plus techniques. Donc, je vous rappelle ce d'où nous sommes partis pour parler de schéma boroprojectif. Il y a le schéma R de Lacan. Il dit lui-même que c'est un plan projectif mis à plat, donc la coupure, c'est le bord du carré. Là, il y a la structure meubienne. Et ces deux triangles sont un seul disque. Autrement dit, malgré leur étirement dans le schéma, on est tenu d'identifier les points opposés. Ça a rediscuté peut-être au travers de ce schéma-là. Et c'est sûrement en discutant, puisque en plus donc, on a affaire au schéma L dans le schéma R, et qu'on a affaire au même schéma L dans le schéma I, de telle façon à ce que s'y joue une autre corrélation entre ce qui vaudrait comme des points apparemment pleins dans le schéma R, et qui sont donc des points de l'hyperbole, qui présentent l'intérêt, s'il faut l'entendre, de se situer sur une sphère. Donc, je situe là les différents traits de construction de Lacan, l'hyperbole se jouant de telle façon à ce que, au dos de la sphère, la structure elle-même circulaire de l'hyperbole transparaisse. C'est pas donné comme ça habituellement dans les schémas qu'il étudie. Ça, ce serait plutôt une reprise de certains schémas de Vapro. Il n'empêche que ça joue en termes d'identification. Quand je dis que j'ai une difficulté, c'est qu'à priori, dès qu'on est dans ces questions, et qu'on
regarde ce qu'il y a dans le domaine public sur l'hyperbolicité, les hyperboloïdes, on rentre tout de suite dans deux notions qui sont une façon de sortir de la géométrie euclidienne et de passer aux géométries de Lobachevsky et de Bolyai. Donc il faut quand même se dire qu'elles ont été largement préparées depuis 2 siècles avant. Hein. Donc c'est début du 19e siècle, hein, autour des années 1820. Donc sur ces questions, on a 2 siècles de retard. Hein. On n'a pas vraiment intégré les géométries, enfin, quand on n'est pas des spécialistes, dans notre idéologie courante, on n'a pas intégré la question des géométries non euclidiennes qui renvoient au conique et qui renvoient à une géométrie hyperbolique. Avec des manières de rendre compte de manière euclidienne de la géométrie hyperbolique. Moi, je vous dis les choses comme elles se présentent à moi. Parce que la géométrie hyperbolique renvoie à une géométrie projective, et donc au plan projectif qu'on utilise sous ce mode-là. Donc, le schéma R, il s'agit de le retraduire en géométrie projective. Le schéma I, il s'agit de le retraduire en géométrie hyperbolique. Je vous fais remarquer que la théorie du chaos, le chaos quantique, etc., dépendent de ces géométries. On a 2 ans pour travailler ça pour Dimension de la psychanalyse. Donc je me dis que en 19-20, je ferai un séminaire sur le chaos, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je crois que là, il y a beaucoup de choses techniques là aussi. Bon, qu'est-ce qui fait ça c'est moi qui l'ai dit comme ça, dans la position subjective donnée comme psychotique, dans l'analyse des schémas de Lacan, donc pour ce chapitre, je considère que ce sont les solutions de continuité, les clivages, les trous, en tant qu'ils ont une consistance, entre guillemets, fonctionnelle, qui donne cette équivalence. Donc on a intérêt à repartir du clivage. Donc j'en profite pour dire que la semaine prochaine, je reprendrai le schéma boroprojectif, à partir toujours d'une lecture de Freud, à considérer ce qu'il en est du clivage du sujet entre la fonction phallique et donc la fonction de la castration et le fétiche. Et ce qu'il en est de ces 2 côtés auxquels le sujet masturbateur est censé payer, comme Freud l'explique. Donc, comme il n'est pas allé au bout de ce texte, c'est vraiment de manquer le fin mot. Le clivage du sujet dans le processus de défense de 1938. Est-ce qu'on peut associer la géométrie projective à la récursivité, la géométrie hyperbolique À mon avis, oui, sinon on ne peut pas y retrouver notre compte. C'est une structure de l'hypothétique. Comment je peux le dire aussi, hein? Ce sont des interrogations, ce ne sont pas des conclusions, ce que je dis. C'est que cette identité-là, avec ces 2 droites, qui ont tendance à être parallèles, mais qui ne se croisent du fait qu'elles soient asymptotiques qu'à l'infini. C'est le problème de savoir comment définir des parallèles. C'est la même chose, hein, dans le schéma boroprojectif, quand je dis que on n'est pas dans une géométrie euclidienne affine où les parallèles restent parallèles. Là, les parallèles, il y a une intersection des parallèles. Là, on n'attendrait pas des parallèles. Elles paraissent sur le schéma parallèle, alors que de fait, ça se conjoint à ce point-là. Mais tout ça sont des effets de perspective dans le dessin qui vaut ce qu'il vaut, le dessin. Les effets de perspective valent ce
qu'ils valent. Donc il ne faut pas se trouver leurré par ça. Bon. Savoir comment le clivage freudien intervient. Voilà, c'est ma question d'aujourd'hui. Donc j'ai lu un peu rapidement là, le Freud autour d'amour et haine, Lust und Lust, intérieur-extérieur, etc. Pour la fin du texte sur les pulsions. Il n'empêche que qu'est-ce qui fait l'unité de ces pulsions, hein? Qu'est-ce qui fait l'interaction entre les pulsions, hein? Donc, ce que Freud appelle un mélange pulsionnel Triebmischung. Dans la planche épontaliste, quand vous regardez, eux ils préfèrent traduire union parce qu'ils ont des unions, Entmischung. Parce que si on disait interaction, ils n'ont pas trouvé d'opposé à interaction. Mais on pourrait dire intrication et désintrication, du coup. Moi, je trouverais ça pas mal. Alors, ils discutent d'interaction. Intrication, pourquoi pas. Bon, moi, je dis que s'il faut maintenir l'idée de l'hyperbole et de l'espèce de faux parallélisme qui vient là se contredire à l'infini, les opposés dans le schéma boroprojectif ne sont identifiés eux-mêmes au travers d'identifications au parallélisme des méridiens du schéma boroprojectif qu'à l'infini. Je ne saurais trop dire dans ce schéma-là ce que ça peut signifier, hein, puisque au contraire, j'ai essayé de définir précédemment, à l'opposé de l'infini, un point de densification, qui est le point 0, le point de l'hypothèse, ou le point de la récursivité. Je vais refaire les schémas. Donc, ce point, où ne serait-ce qu'une partie meubienne, une partie de la meubianité de cette surface de Boyle, que je simplifie à n'en représenter faussement qu'une seule des appréciations sphériques. L'ensemble de la sphéricité se résume en un point. L'ensemble de cette bande de Möbius est équivalente à ce point, qui représente le dessus-dessous par lequel on fait valoir une bande de Möbius. Ça devient un point parce que ça a un effet de perspective dans le dessin, hein. Ça n'existe pas. Il n'empêche que, puisque dans le schéma, ça vaut pour un poste de structure, ce poste, je peux le faire varier, l'élargir, etc. Je peux le simplifier en disant que c'est un point. Et que l'ensemble de la structure du clivage, chez Freud et chez Lacan, c'est la fonction paire de totem et tabou. Toute la fonction de la castration, qu'on verra en détail donc la prochaine fois, au travers du clivage du sujet. Hein, pour moi, c'est effectivement, pour répondre à la question de Florence Ternebot, c'est la question de la récursivité en tant qu'elle est hypothétique, l'hypothétique étant un vide opératoire. Et que la récursivité ne se fonde que de l'effet de ce vide sur ce qui en devient quelque chose qui s'éloigne de lui et qui produit encore plus avant un conséquent toujours décalé d'un précédent conséquent. Donc voilà la récursivité. La fonction de vide, elle est donnée au travers du pair tuer et manger, au travers de la question de couper le zizi, question métaphorique de couper le zizi, donc en termes de castration. C'est le signifiant qui manque dans la chaîne signifiante, dit Lacan, le signifiant phallique. Donc j'aurais pu dire fonction phallique. Voilà. C'est juste, comme tout le monde en joue, une façon de redresser l'indication de l'ensemble vide. Donc, là où on aurait tendance à parler d'infini, qui rapproche les parallèles à un extrême inaccessible, là je considère que plutôt que d'avoir un infini extensionnel, expansionnel, et du coup, dès que je dis expansionnel, ça veut dire factice au sens de Lacan pour moi.
Bon, je ne veux pas dire que l'infini tel qu'on y pense est factice. Il n'empêche que il vaut comme si peu accessible qu'un certain nombre de mathématiciens récusent toute référence à l'infini, tel qu'on en parle habituellement. Moi, je parle d'un infini, non pas expansionnel, mais concentré, densifié, en ce point-là. Un point de densification, mais une densification infinie. Le passage de l'un à l'autre se fait aussi dans un discours sur les différentiels. Donc il y a vraiment un lot de mathématiques qui se conjoignent dans tout ça, et c'est un énorme brassage. Je vais dire un point de plus. Donc je vous rappelle quand même que cette densification au point de la récursivité, c'est ce que j'appelle la densification, et plus exactement la compacification du vide, la compacité du vide, dont dépend la compactification du monde. Et, ce qui importe, c'est comme ça que je le considère après Lacan, c'est que dans le schéma, par rapport à cette organisation du vide, il y a deux manières de jouer de sa compacité et d'en obtenir la compacité. Ce vide qui vaut comme fonction paire et paternité, c'est un mode de compacité qui fait valoir un type de rapport à l'infini qui peut s'appeler masculin, comme tout, et un autre type de rapport à l'infini qui va contredire le premier, et il va s'appeler féminin comme pas tout, même si Lacan trouve le tout et le pas tout par d'autres voies que celle-là, il y vient quand même en parlant de compacité dans encore. Donc je considère que la différence sexuelle est de cet ordre-là, et qu'on retrouve, à mon avis, les mêmes questions. Bon. Quand vous dites densification du vide, c'est pas l'échappement qui est infini. Enfin, densification infinie, c'est... L'échappement, oui, il est répété. Si on veut bourrer d'échappement, je ne sais pas quel sens ça peut avoir, on pourrait dire qu'il y a de plus en plus de densification d'échappement. Mais en même temps, comme c'est récurrent, d'échappement en échappement en échappement, on avance d'une manière expansionnelle. Non mais parce que, il ne faut pas oublier que je considère que je parle de densification ou que je parle d'expansion, c'est la même chose. C'est lorsque l'extension est coupée de la densification, de l'intention, qu'il y a de la pathologie. Sinon, il s'agit de promouvoir les jonctions qui, à la fois, nous indiquent quand il n'y a pas de pathologie, pour maintenir un terme classique, et comment on sort de la pathologie. Si on n'est pas clair sur l'ordre du clivage qui est en jeu, ça je le prends à Bleuler, c'est Bleuler qui prend le même mot que Freud pour parler de Spaltung, donc un clivage qui fait barrage, c'est Bleuler, donc il n'y a pas cette dialectique entre extension et intention, là on a affaire à la pathologie. C'est pour dire que si on veut travailler ça d'une manière un peu technique, avec juste l'indication schématique de Lacan avec le schéma I, parce qu'il n'y a pas de discours de Lacan, il m'a semblé, enfin, je vais peut-être passer à côté, sur l'hyperbolicité, donc, et sur ce à quoi ça correspond. Alors, ce que je veux dire encore, c'est que la manière dont le schéma elle joue dans le schéma R. Il maintient une organisation spéculaire qui justifie que Lacan ait beaucoup travaillé la spécularité, à mon sens sans aboutir. Et que moi, je ne m'amuserais pas à continuer à travailler la spécularité, à répéter Lacan, essayer d'aller au-delà, etc. Bon, la spécularité vaut ce qu'elle vaut, il y a moyen d'en faire beaucoup. Peut-être avec le schéma optique comme avec d'autres. Mais c'est surtout que le sujet échappe à cette spécularité dans des termes qui sont des termes d'identification. Je pense que ce que nous manions avec ce schéma-là, c'est quand même l'identification dite avec le père, au travers de la fonction père. C'est l'identification à de la fonction, c'est-à-dire une présentification de l'absence, le père. Ça passe par un discours organisé en énoncé, un discours maternel, c'est sûr.
ce clivage, ce clivage, Lacan le donne au travers de cette fonction énonciative du père, qui n'est pas énoncée, sous la forme d'un qu'on dise, qui reste oublié, dit-il. Donc la Spaltung, il le donne en termes d'oubli, ce qui n'est pas terrible, je pense. Mais il y a sûrement moyen de faire mieux. Hein. Donc de donner une structure de cette Spaltung et d'avancer sur la structure du vide. Donc on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Ce qui là est prédicatif. Hein. Donc si on échappe à des questions de spécularité, on arrive à de l'indiscernable, à prendre, comme j'essaye de l'avancer. Hein, la question, c'est quelle est la valeur de cet indiscernable? Est-ce que la récursivité de la signifiance se rapproche de l'ontologie, c'est une question, s'y identifie ou ne l'atteint jamais, sinon à l'infini? Est-ce que ça peut valoir comme ça? Si je veux parler d'identification des parallèles, par exemple, au sens où je parle d'indiscernabilité, hein, c'est aussi bien le croisement en un point, même s'il vaut en deux, là. Dans le plan projectif, les méridiens qui sont donnés au moins partiellement d'une façon claire comme parallèle s'identifient dans ces deux points. Hein, puisque là, ça va comme ça, donc ça s'identifie. Hein. La même chose avec une autre bande de Möbius. Une fois de plus, je rappelle que je ne suis pas au point, que je devrais faire une surface de Boyle, une triple Möbienne. Ça renvoie au nœud trèfle, ça renvoie à toute la théorie des nœuds. Hein. Bon. Et surtout, la question qui est posée, hein, il suffit de prendre les premières pages du bouquin sur les templates. Et c'est bien ce qui est dit. Hein. Donc la question que je pose du clivage, c'est en termes de template. Donc il y a quelque chose à travailler là, en termes de chaos, d'attracteurs. Bon. Mais page à page, ça serait un peu dur. Là. Si je vous lisais ça, ce serait pas très accessible. Hein. Mais bon, c'est comme ça que c'est donné en tous les cas. Et ça renvoie à l'hyperbolicité, ça renvoie aux matrices. Bon. En gros, on est en train de brasser de toutes les mathématiques, c'est un peu difficile. Bon. Pour moi, c'est la structure du vide qui organise l'indiscernabilité. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est ça. Je pense que c'est ce vide, c'est le prix entre deux feux du sujet masturbateur dans le clivage du sujet qui définit effectivement ce qu'il en est de cette indiscernabilité entre satisfaire la pulsion et satisfaire l'interdit. Oui, là du coup on n'a pas la dialectique entre la structure du vide, l'indiscernabilité, l'ontologie. Enfin, la dialectique, elle se fait au travers de la valeur même du vide, qui n'est pas un vide amorphe, c'est un vide structuré, et c'est dans la structuration de cette dialectique s'il faut parler strictement dialectique, je pourrais dire que pour moi, la structure du sujet, c'est ce que j'ai lu en dernier lieu de Freud, hein, en termes d'amour et de haine, la structure narcissique primordiale du sujet est annulée dans le monde, mais néanmoins conservée pour dépasser cette annulation vers un autre type de rapport du sujet au monde qui modifie le monde. Ça, c'est dialectique. Donc, mais à chaque fois, on pourrait dire des trucs comme ça, c'est pas parce que je ne dis pas que pour autant, j'aurais affaire
une annulation pure et simple. C'est pas un vide, ça. C'est du vide structuré. Je dis bien que je me pose la question de ce vide. C'est pas une néantisation de quoi que ce soit. La dialectique, elle est marquée, la littoralité, elle est marquée, la sphéricité est marquée. Dès qu'on parle d'hyperbole, on parle de plan projectif. C'est ce sur quoi termine Jean Petitot dans son introduction du bouquin d'Imre Hermann. Donc, je prendrai le temps de vous le lire. J'avais dit que je le ferais pour aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est un peu difficile. Mais Bolyai était dans un rapport névrotique à son père, qui lui-même le tenait de Gauss. Enfin, c'est assez compliqué tout ce qui s'est joué dans les années 1800 autour de ces questions-là. Et Hermann fait un lien un peu trop, à mon avis, trop poussé entre l'inventivité de Bolyai, qui a préféré laisser tomber quand il a vu que Gauss s'intéressait moins à lui qu'à son père, à Bolyai. Bon, il a laissé tomber sa production. Lobachevsky, c'est la même chose à 10 ans près. Enfin, c'est la même période à 10 ans près. Donc, la question, c'est le passage de l'hyperbole à la sphérique. Dans le schéma I, ce trait, c'est un trait de clivage. C'est une réduction de ce qui est bande de Möbius. C'est réduit à un seul trait, c'est un trait de coupure. Donc ça pose la question de tout ce qui est coupure. C'est là que je dis qu'on peut en parler en termes de template. Mais pratiquement pour assimiler les espaces hyperboliques, il faut commencer à changer d'idée, et il y a tout un passage à faire entre ces schémas-là et les schémas qui ont été donnés par Klein, Poincaré et les autres. Donc c'est pas si simple. Le template fait lien entre tous les modes de schéma. Voilà. C'est son intérêt. On passe des nœuds aux chaînes, et des chaînes aux flots, etc. Donc la théorie des systèmes dynamiques, l'inconscient étant dynamique, les signifiants étant dynamiques, on est bien là-dedans. Donc un template, c'est uniquement une variété de dimensions 2 branchées qui supportent, c'est-à-dire qui rencontrent les orbites périodiques d'un flux. D'un flot, on dit flot, c'est bien. Chemin faisant, c'est peut-être en lisant Petitot que ça m'apparaît. J'ai dit de multiples fois que Lacan utilisait les plans projectifs sans les plonger dans des espaces, même pas euclidiens, de dimension supérieure. Donc ça aurait beaucoup compliqué. En fait, c'est un plan projectif tout à fait abstrait qu'utilise Lacan, et tel qu'on en parle, et le Cross-Cap n'est qu'un espace abstrait, n'est qu'une variété abstraite, hors plongement. On a tendance à parler d'immersion du plan projectif avec... j'ai l'impression que c'est une erreur. Il faut se méfier là aussi, qu'on devrait être plutôt dans des plongements et d'immersion de plans projectifs qui donneraient peut-être d'autres images. Donc la même chose pour la surface de Boyle.
peut-être qu'on peut lire en avançant plus tranquillement, on peut lire ces mathématiques, voir cette physique, hein, puisque ça change tout le rapport à l'espace-temps. Et le chaos renvoie à la physique quantique, à l'économie quantique de la physique. On peut peut-être revenir